Bonjour à toutes et tous, mesdames et messieurs du public, bien sûr, en vos différents grades et qualités, chères étudiantes, chers étudiants aussi. En tant qu'administrateur provisoire de l'unité de recherche TROCA, je tiens à partager ma satisfaction aujourd'hui à voir s'ouvrir ce colloque sur le campus. Malgré les événements difficiles des derniers mois et leur lot d'incertitudes, l'Université de la Nouvelle-Calédonie est restée focalisée sur ses objectifs de recherche, de formation et d'accompagnement de la société calédonienne. Ce colloque répond, à mon sens, à ce triple but. Et ma collègue Noémie, organisatrice de cette manifestation pour l'UNC, dont je tiens à saluer l'opiniâtreté, a continué d'avancer sur ce projet en impliquant les collègues de l'unité, les collègues du département, les étudiants de la licence à l'LCER, ainsi que ceux du master IPSI, dont je suis ravi de la présence ce matin. TROCA a été créée en 2017, cette unité de recherche, Trajectoire d'Océanie, et depuis cette date, l'unité a organisé en son nom propre 3 colloques, la Nouvelle-Calédonie, un projet multiculturel en 2018, Maurice Lénart, Contexte et héritage en 2019, Traces, récits et représentations du cannibalisme en Océanie en 2021. Nous avons également co-organisé le symposium The French Pacific at Crossroads avec John Frankel et Serge Cherkezov à l'université Victoria de Wellington en 2019. En 2022, littérature et politique avec Andreas Versman et l'unité ISTCO de l'Université de Polynésie française, ainsi que Minorities and Freedom avec Antonio Viselli à l'Université Canterbury de Christchurch. Et enfin, le colloque sur les patrimoines insulaires avec l'Association des musées et établissements patrimoniaux de Nouvelle-Calédonie, l'ICOFOM, ici même, en 2023. Une actualité dense, donc, qui témoigne à la fois de l'implication des enseignants-chercheurs de l'unité, qui soient titulaires ou de passage à l'UNC dans l'organisation, l'animation de la recherche sur l'Océanie et la Nouvelle-Calédonie en particulier. Ce colloque est lui aussi donc co-organisé. J'ai déjà remercié Noémie pour son investissement. Je tiens à remercier également M. Frédéric Armao, maître de conférence HDR en civilisation des mondes anglophones à l'Université de Toulon pour la co-organisation de son côté. Les universités Savoie-Mont-Blanc et de Toulon qui sont partenaires, ainsi que les sociétés savantes que sont le CRECIB, le Centre de recherche et d'études en civilisation britannique, et la SOFER, la Société française d'études irlandaises, pour leur soutien. Ici, à l'université, je tiens à remercier toutes les composantes qui œuvrent à chaque fois et à leur niveau respectif pour la tenue des différents colloques, la direction de la communication, bien sûr, la DARED, qui est la direction de l'appui à la recherche, la bibliothèque universitaire, la DNSI pour l'informatique, et surtout la cellule DUNE, qui gère la captation vidéo, les montages et la mise en ligne des communications scientifiques. C'est un travail indispensable que cette mise en ligne pour le lien entre science et société. Et donc, les présentations sont accessibles gratuitement et de partout, directement sur la chaîne YouTube de l'université. Aussi, si certaines communications lors de ce colloque ne sont pas dans votre langue maternelle, vous pourrez les revisionner à tête reposée plus tard, et autant de fois que vous le voudrez. Et enfin, une captation partielle du colloque sera effectuée par la chaîne Calédonia pour une encore meilleure diffusion. Sur une note plus personnelle, je me réjouis particulièrement de la tenue de ce colloque. Je suis un Calédonien à la famille durablement enracinée, comme on dit, et j'ai aussi, en dépit d'un patronyme on ne peut plus franchouillard, des origines irlandaises. Mes arrière-grands-parents paternels se nommaient Thomas Greer et Catherine Ryan. Ils étaient nés en Irlande dans les premières années du 19e siècle, originaires de la région de Tipperary, it's a bloody long way. Catherine Ryan débarque à Nouméa en 1863 avec sa fille Bridget et son fils Jeremiah. Jeremiah est enterré dans le vieux cimetière du bord de mer à Mélé, au nord de Port Vila, dans ce qui était alors les Nouvelles-Hébrides, l'actuel Vanuatu. Il est l'arrière-grand-père de mon père. Bridget Greer, elle, épouse un personnage au poids historique considérable dans notre région, le marchand, homme d'affaires, aventurier et spéculateur John Higginson. En Nouvelle-Calédonie, les Greer passent au 19e siècle pour des personnes fréquentables, sans histoire, et donc respectables, ce qui, dans une société nécrosée par le spectre du bagne, signifie qu'ils sont des libres. Et pourtant, une exploration des bases de données australiennes aujourd'hui en ligne tendrait à prouver que si Thomas Greer et Catherine Ryan se sont bien mariés en Australie, ils étaient en revanche tous deux d'origine pénale. Condamnés tous deux à 7 ans de travaux forcés pour vol, l'un en 1831 et l'autre en 1826. Aussi, dans ces colonies du 19e siècle impactées par l'élément pénal, l'Australie, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande aussi, où de nombreux ex-forçats australiens émigrent. Et alors que les unions sont souvent impensables entre les libres et les forçats, eh bien les migrations permettent visiblement de se refaire des virginités sociales et d'envisager des avenirs meilleurs, les déshonorés des uns n'étant pas les déshonorés des autres.
Combien de ces basculements de trajectoire, qui sont autant de manifestations d'agentivité ou de résilience, restent-ils à identifier par l'analyse des destins personnels et la reconstitution des micro-histoires familiales? Il en va de même, bien sûr, pour les unions entre ces personnes mobiles et les populations autochtones d'Océanie. Ces vécus très divers ont ceci de commun qu'ils montrent des individus aux prises avec des systèmes de conventions sociales et des cadres coloniaux normatifs, souvent violents, et pensés à l'image d'une normalité bourgeoise occidentale, urbaine, que l'on souhaite voir se reconstituer aux antipodes. Précisément, dans ce Pacifique de trafic, de violence et d'opportunité, ces systèmes se trouvent aussi inefficaces qu'inadaptés. Ils sont transgressés en permanence, car dans le Pacifique se jouent alors des luttes pour des destins et des survies, dans des conditions souvent précaires, voire misérables. Alors, au cours de ce colloque, plusieurs de ces trajectoires seront présentées. Elles feront le lien avec des recherches antérieures, mais poseront aussi, j'en suis certain, la base pour des recherches futures. Elles serviront à alimenter l'étude des diasporas et des mobilités intra-pacifiques, afin d'apporter une nouvelle contribution à l'histoire du grand océan, après les recherches archéologiques sur le peuplement, celles sur les navigateurs plus récents, sur les flux de travailleurs engagés, ou l'histoire du commerce maritime, par exemple. Enfin, je voudrais profiter du micro pour dire un mot du plus irlandais des chercheurs océanistes francophones. Lorsque Noémie m'a parlé de ce colloque, j'avais imaginé de présenter une communication sur le père Patrick O'Reilly, donc Patrick Oreilly en français. À mon grand regret, je n'ai pas pu trouver le temps nécessaire. Son œuvre reste immense. Oui, il existe dans ses ouvrages quelques erreurs de bonne foi, puisque le fact-checking, comme on dirait aujourd'hui, laissait parfois à désirer. Mais ces manques sont toutefois à mettre en regard d'un travail aux proportions titanesques, avec bien sûr les bibliographies de la Nouvelle-Calédonie, des Nouvelles-Hébrides, de Tahiti, les Wouzou, que sont les volumes tahitiens, hébridais, calédoniens, qui sont des indispensables de toute bonne bibliothèque d'érudits dans le Pacifique. Mais au-delà, il y a tous les écrits moins connus du père Mariste. Ses travaux sur l'iconographie ancienne, les cartes postales, les photographies, les documents rares, ses travaux pionniers de recensement des illustrateurs et peintres à être venus dans le Pacifique. Il était un travailleur infatigable, manipulant mentalement sans ordinateur des masses énormes d'informations. Il était aussi un exhumateur hors pair de documents et notait tout consciencieusement. Aussi la condescendance, voire le mépris feutré de la communauté scientifique à son endroit, exemplifie pour moi un des pires travers du milieu académique. Le père Oreilly, c'est vrai, n'avait pas de thèse, et donc il n'était pas admis parmi nous. Et pourtant, son érudition était bien supérieure à celle de beaucoup d'entre nous. Ses productions, gages de qualité s'il en est, ont su s'imposer au temps, et ceux qui l'ont le plus critiqué ouvertement sont probablement ceux qui l'ont le plus utilisé en catimini. Pas plus tard que la semaine dernière, je trouvais dans des notes manuscrites de sa main, dans un carton de ses archives, des éléments clés qui m'ont permis de dénouer un aspect important de ma recherche, sur laquelle pourtant il n'avait quasiment jamais travaillé. Sans lui, je n'y serais pas parvenu. Je suis donc ravi que Dominique Barbe le mentionne même brièvement dans sa présentation de demain, et je suivrai avec un plaisir égal toutes les communications de cette manifestation. Je vous souhaite à tous et à toutes un excellent colloque, et je passe la parole à ma collègue Noémie. Merci. Merci Louis pour cette introduction remarquable, comme à ton habitude. Et c'est vrai. Je suis très fière que ce soit Louis Lagarde qui ouvre ce colloque et je suis très heureuse d'ouvrir enfin ce colloque après des mois et voire des années de travail. Et merci pour votre présence. Alors, ce colloque international et interdisciplinaire fait suite à celui organisé en novembre 2021 à l'Université de Toulon, en partenariat avec l'Université Savoie-Mont-Blanc, sur les mythes et folklore celtiques dans le monde anglophone, que nous avions organisé avec Frédéric Armao. Et ce premier colloque a abouti à 2 projets. Le premier, la publication éponyme en décembre 2022. J'ai mis 3 exemplaires à l'entrée de l'amphi si vous souhaitez le regarder. Et il est aussi téléchargeable gratuitement en ligne sur le site de Babel. Et le deuxième projet dont nous sommes très fiers, c'est la création avec Gaël Lilly, qui est de l'Université de Rennes 2, d'une chaîne YouTube qui s'appelle Imaginaire Celtique, qui publie chaque mois une interview grand public d'un spécialiste de la question sur des sujets très divers, tels la musique celtique, le roman arthurien, Halloween, donc ça arrive bientôt. Les interviews sont parfois en anglais, parfois en français, et on essaye la plupart du temps de faire les sous-titres. Donc ce colloque, c'est le deuxième volet.
Et ce colloque s'intéresse aux diasporas dites celtiques dans le Pacifique. Alors le terme celtique, c'est un terme protéiforme, controversé, mais que l'on utilise pour faire référence aux diasporas des nations celtiques contemporaines, c'est-à-dire la Bretagne en France, l'Écosse, le Pays de Galles, l'Irlande, parmi d'autres, dans les îles britanniques. Et un colloque sur les diasporas dites celtiques dans le Pacifique, rassemblant les mondes anglophones et francophones, n'avait jamais été proposé. Or, les recherches prouvent que des cultures dites celtiques, qu'elles soient originelles, réinventées ou revitalisées, sont présentes dans le Pacifique. En Australie et Nouvelle-Zélande, par exemple, certaines diasporas ont maintenu leurs traditions, langues, croyances, religions, tout en s'adaptant à leur nouvel environnement géographique, culturel et politique. D'autres ont ravivé, revivifié et même recréé leur identité celtique sous les tropiques afin de se différencier du colon britannique anglais, comme leurs homologues des nations celtiques dans les îles britanniques, et je fais référence au Celtic Revival à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle, en Irlande. En Nouvelle-Calédonie, 371 familles bretonnes préfèrent l'exil à la misère et s'y installent dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Il en est de même pour un certain nombre d'Irlandais, d'Écossais ou de Gallois, pour qui la Nouvelle-Calédonie est une deuxième, voire une troisième étape après l'Australie ou la Nouvelle-Zélande. Ce colloque permettra d'analyser les diversités et richesses historiques, culturelles, linguistiques et identitaires de ces diasporas celtiques et de questionner les identités celtiques dans le Pacifique. Il mettra aussi en exergue les métissages entre ces communautés diasporiques et les peuples autochtones, comme par exemple les Irlando-Australiens aborigènes, un thème qui sera abordé dans le documentaire de Paula Kehoe cet après-midi. Alors, je rappelle que le documentaire est réservé aux personnes qui sont en présentiel dans l'Amphi 80 ou aux intervenants qui sont en ligne. Donc, vous avez un lien Zoom qui est spécifiquement pour regarder le documentaire cet après-midi. Alors, je m'étais fixé 5 objectifs pour ce colloque. Le premier, c'était d'étudier au sein de l'UNC cette thématique qui jusque-là n'avait jamais été examinée. L'objectif numéro 2, c'était de créer un réseau international, notamment dans le Pacifique, sur cette thématique. Et il me semble que l'objectif est rempli, puisque 12 universités du Pacifique et d'Europe sont représentées. Et je remercie les 19 intervenants d'avoir répondu présent. Et je remercie aussi mes 4 collègues australiens qui se sont déplacés malgré la situation que nous avons traversée en Nouvelle-Calédonie. L'objectif numéro 3, c'était de faire le lien entre la recherche universitaire et les Calédoniens, notamment les Calédoniens de descendance bretonne, irlandaise, écossaise et galloise, toutes communautés confondues. Et cet objectif est aussi rempli, puisque le Cercle celtique de Nouméa, qui s'intéresse aux cultures celtes dans le Pacifique Sud et qui propose des ateliers de musique et de danse celtique, s'est pleinement investi dans le colloque. Et je remercie aussi Catherine Régent, qui est présente ce matin, qui est fondatrice de l'association Les Calédoniens descendants d'Irlandais, qu'elle a créée en 2021 et qui compte plus de 300 membres. L'objectif numéro 4. Dans une perspective de renforcer les liens entre recherche et société, le colloque est aussi l'occasion d'expérimenter des formes de médiation artistique et linguistique innovantes. Nous avons donc opté pour l'organisation d'ateliers linguistiques, musicaux et dansés visant à expérimenter certaines facettes de culture celtique telles qu'elles se pratiquent aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Donc, je remercie ma collègue Stéphanie Rabault de s'être occupée de la coordination artistique. Et je vous rappelle, donc, il y a un atelier d'initiation à la langue bretonne qui est animé par Amandine Aiglehout demain, de 16h45 à 17h15. Il est ouvert à tous. Et vendredi matin, nous avons 2 ateliers qui sont aussi ouverts à tout le monde. Le premier, c'est un atelier sur de découverte des instruments et des musiques celtiques qui est animé par Laurent Guillaumeau de 8h à 9h30. Donc, c'est sur la terrasse à côté de la bibliothèque universitaire en haut. Et le deuxième atelier,
qui est un atelier d'initiation aux danses celtiques. Il est animé par le Cercle celtique de Nouméa de 9h30 à 11h30. De même sur la terrasse de la BU. Donc, vous êtes tous invités à venir danser avec nous pour la clôture du colloque. Et le dernier objectif, c'était de créer du lien entre la recherche universitaire et les étudiants de l'UNC pour leur faire découvrir le monde de la recherche qu'ils ne connaissent malheureusement que trop peu, pour les impliquer dans l'organisation du colloque et pour éveiller aussi leur curiosité intellectuelle. Donc, on a mis en place différents projets pédagogiques avec les L1 et les L2 de LLCER anglais et aussi avec les étudiants du nouveau master IPSI. Alors très rapidement, donc les étudiants du master IPSI, ils ont travaillé, ils m'ont aidé à l'organisation du colloque en amont. Et ils ont créé cette brochure d'information que vous pouvez, pareil, j'ai fait des copies, vous pouvez la consulter devant l'Amphi 80. Donc une brochure d'information pour aider les intervenants australiens à se repérer dans Nouméa à leur arrivée. Concernant les étudiants de LLCER anglais, alors les deuxièmes années, eux, ils ont pour rôle de couvrir l'événement en tant que journalistes travaillant pour The Australian. Donc, il se peut que vous soyez interviewés pendant le colloque lors des pauses café. Et les L1, ils ont produit des vidéos présentant chaque conférencier. Ça a été un très gros travail pour eux et je les félicite. Mais malheureusement, pour des raisons techniques, à cause de l'hybride, je ne vais pas pouvoir lancer les vidéos avant chaque conférencier. En revanche, on essaiera de les inclure au montage final, en fait, vidéo. Donc, je lancerai juste la première vidéo, celle de Frédéric Armao, pour vous montrer un échantillon de leur travail. Donc, je remercie tous mes étudiants. Je les félicite pour leur investissement et leur intérêt aussi pour ce colloque. Mes remerciements, vous aussi, à Louis Lagarde, directeur de Troca, pour avoir cru en ce projet un peu fou. Je me souviens encore en 2021, lorsque je suis arrivée, les membres de l'équipe Troca me regardant avec grande suspicion. Mais enfin, Noémie, il n'y a pas de Celte dans le Pacifique. Donc, je suis très heureuse. C'est une grande joie de voir qu'aujourd'hui, 5 membres de l'UNC présente des conférences originales sur le sujet. Et je remercie vivement les membres du comité d'organisation, les 10 étudiants LLCER anglais que vous reconnaîtrez avec leur t-shirt bleu, ainsi que Emeline Gros, Robin Fournier, qui sera notre interprète lors des questions-réponses, Anne-Laure Dott, et Stéphanie Rabot. Merci à tous les 4 de votre soutien inébranlable. Et un grand merci, Frédéric Armao, pour ton travail, pour tes conseils avisés. Et donc, Frédéric va ouvrir ce colloque avec une conférence sur la fête de la Saint-Patrick en Nouvelle-Zélande. Donc, tous les deux, Frédéric et moi-même, nous vous souhaitons un très beau colloque, foisonnant de questions, de discussions et ouvrant de nouvelles perspectives de réflexion et de recherche.